Bonjour et re-bienvenue sur The Crime Reel. Pour l'histoire de True Crime d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire d'Auburn Calloway. Auburn était né à Washington, district de Columbia, le 13 décembre 1951. Il était l'un des 4 enfants de Miriam et Earl Calloway. Auburn était un enfant extrêmement intelligent et studieux qui obtenait toujours d'excellentes notes à l'école. Il aimait le karaté, devenant plus tard ceinture noire, mais à part cela, il passait la majorité de son temps à étudier plutôt qu'à socialiser. Auburn a fréquenté l'université Stanford et, après avoir obtenu son diplôme, il a rejoint la marine américaine. Au milieu des années 1980, alors qu'Auburn avait la trentaine, sa mère Miriam est décédée. Elle souffrait de schizophrénie et de paranoïa et avait été hospitalisée pendant de nombreuses années. Après la mort de sa mère, Auburn s'est éloigné de son père et de ses frères et sœurs et, malgré une tentative de réconciliation dans les années 90, leur relation n'a jamais été rétablie. À peu près à la même époque que la mort de sa mère, Auburn s'est marié et a eu 2 enfants, un fils et une fille. À la fin des années 1980, Auburn avait obtenu un poste d'ingénieur de vol chez FedEx. Il faisait aussi du bénévolat et travaillait dans la communauté locale. À cette époque, un ingénieur de vol gagnait près de 83 000 $ par an et Auburn allait bientôt devenir copilote puis commandant de bord. Cela aurait porté son salaire annuel à 150 000 $ et plus. Aux yeux de tous, il avait réussi. Pourtant, en 1990, son mariage a pris fin. La séparation s'est faite à l'amiable. Il a maintenu de bonnes relations avec ses enfants et continuait à soutenir ceux-ci ainsi que son ex-femme. Alors qu'il poursuivait son rôle d'ingénieur de vol dans l'espoir de gravir les échelons de sa carrière, FedEx découvrit qu'il avait menti sur son curriculum vitae lorsqu'il avait été embauché 6 ans plus tôt. Il avait largement exagéré son expérience de vol avec la marine américaine. Si cela avait été su, il n'aurait jamais été embauché par FedEx. Ainsi, une audience disciplinaire fut prévue le 8 avril 1994. Auburn pensait être victime d'une chasse aux sorcières, mais savait qu'il serait sûrement licencié et que sa carrière de pilote prendrait fin. Même dans le cas très improbable, où il pourrait obtenir un emploi dans une autre compagnie aérienne, il devrait tout recommencer à zéro. Avec l'industrie aérienne en pleine crise financière, les chances qu'aucun pilote ayant été licencié de son précédent emploi puisse en trouver un nouveau étaient quasi nulles. Alors Auburn a élaboré un plan. Le 6 avril 1994, 2 jours avant l'audience, Auburn a décidé de régler ses finances. Il a actualisé son testament, fermé ses comptes et envoyé son argent à son ex-femme et à ses enfants en Californie. En tant qu'employé de FedEx, son ex-femme recevrait une indemnité d'assurance vie de 2 500 000 $ s'il venait à mourir alors qu'il était encore employé. Auburn est ensuite parti travailler. Il devait effectuer un aller-retour Memphis-San José pour transporter du matériel informatique. Ce matériel finirait au gigantesque centre de tri FedEx de l'aéroport de Memphis. L'emploi du temps précis des avions cargo permettait à la plupart d'arriver à l'heure, assurant à FedEx de tenir ses promesses de livraison le lendemain, largement médiatisées. Cependant, ce jour-là, le vol de retour a été maintenu en attente pendant environ 10 minutes. Cela a conduit Auburn et ses 2 collègues à effectuer plus de 8 heures de vol ce jour-là. L'administration fédérale de l'aviation imposait que tout équipage ayant volé plus de 8 heures par jour se repose au moins 16 heures avant de revoler. Cela signifiait qu'Auburn et ses 2 collègues ne seraient pas autorisés à effectuer le vol retour vers San José le lendemain. Auburn était très réticent à indiquer les horaires précis, affirmant qu'en les ajustant d'1 ou 2 minutes, il pourrait chevoler comme prévu. Cependant, le commandant, conscient de la rigueur de ses règlements, insista pour que tous les horaires soient notés avec précision. Auburn était déterminé à prendre le même vol le lendemain et cherchait un moyen d'y arriver. Le 7 avril 1994 était une belle journée ensoleillée. 3 autres hommes ont été contactés pour voir s'ils pouvaient le travailler parce que Auburn et son équipe devaient en prendre la période de repos obligatoire. Le capitaine David Sanders, ancien pilote de la marine de 49 ans, comptait plus de 20 ans chez FedEx. Le premier officier, Jim Tucker, avait 42 ans et volait également avec FedEx depuis de nombreuses années, et Andrew Peterson était l'ingénieur de vol expérimenté, âgé de 39 ans.
Ils sont tous arrivés à l'aéroport de Memphis pour le vol retour vers San José ce jour-là. Andrew, l'ingénieur de vol, a été le premier à monter à bord de l'avion. À son arrivée, mais il a vu qu'Auburn était déjà là. En tant qu'avantage de leur emploi, FedEx permettait aux employés de voyager gratuitement à bord des avions cargo, donc ce n'était pas une situation inhabituelle. Auburn a dit à Andrew qu'il prenait un vol pour San José pour une courte visite. Son seul bagage était son étui à guitare. André a entamé ses vérifications pré-vol et a constaté que l'enregistreur de voix du cockpit était éteint. Il l'a réinitialisé et a poursuivi ses vérifications. Un peu plus tard, il a remarqué que le enregistreur de voix du cockpit était de nouveau éteint. Sans enregistreur de voix du cockpit, qui serait utilisé en cas d'accident pour entendre tout ce qui a été dit, le vol devrait être annulé. André a décidé de le réinitialiser encore une fois et, si la panne revenait, d'appeler la maintenance et d'arrêter le vol. Peu après, le commandant David Sanders et le copilote Jim Tucker sont arrivés. Les vérifications pré-vol terminées, l'enregistreur de voix du cockpit fonctionnait et le vol a reçu l'autorisation de décollage. Moins de 30 minutes après le décollage, alors que l'avion approchait 19 000 pieds, Auburn a ouvert son étui à guitare dans sa zone de confidentialité hors du cockpit. Avant les événements du 11 septembre, les employés n'avaient généralement pas besoin de faire contrôler leur bagage avant d'embarquer à bord d'un avion. Sachant cela, Auburn avait mis plusieurs marteaux, un fusil harpon et un couteau dans son étui à guitare. Auburn voulait que sa famille reçoive le versement de l'assurance vie avant que son emploi ne soit résilié, mais il savait que s'il mettait fin à ses jours, cela ne serait pas possible. Auburn avait conçu un plan dévastateur. Il prévoyait d'attaquer l'équipage avec des marteaux, de prendre le contrôle de l'avion et de le cracher sur le siège social de FedEx à Memphis. Les blessures des membres d'équipage auraient été indiscernables de celles du crash, et FedEx aurait été détruit dans ce qui aurait paru un accident tragique. Si l'équipage d'origine avait volé, Auburn aurait été avec 2 autres membres derrière eux, à la place de l'ingénieur de vol. Mais il y avait en fait 3 autres hommes à bord, et Auburn était assis hors du cockpit. Bien que cela ait rendu les choses plus difficiles pour lui, avec l'audience prévue le lendemain, Auburn savait que c'était sa seule occasion de mettre son plan à exécution. Alors que l'avion montait encore, Auburn est entré dans le cockpit et a frappé André à la tête plusieurs fois avec le marteau. Alors que Jim se retournait pour voir ce qui se passait, Auburn l'a frappé du côté gauche de la tête avec le marteau. Auburn a alors frappé David à la tête, le rendant inconscient. Malgré les violents coups à la tête, Jim et Andrew étaient encore vivants. Essayant de reprendre totalement le contrôle de la situation, Auburn s'est précipité hors du cockpit pour récupérer son harpon. Lorsque Auburn est revenu, Andrew, malgré une fracture du crâne et des troubles de la vision et de l'audition, a réussi à attraper la pointe du harpon et a tenté de l'arracher des mains d'Auburn. Alors que la bagarre continuait, Jim eut une idée. Il fit piquer l'avion, projetant Andrew, David et Auburn hors du cockpit. Andrew et David se battaient toujours avec Auburn. David restait désorienté après avoir été assommé. En plus de sa fracture du crâne, l'artère temporale d'Andrew avait été sectionnée et il perdait beaucoup de sang. Auburn, indemne, a rapidement pris le dessus sur les 2 hommes. Jim, qui était un ancien instructeur de vol dans la marine, savait qu'il ne pouvait pas risquer qu'Auburn prenne le contrôle sur lui, ses collègues et, en fin de compte, sur l'avion. Lors de l'agression, le coup de marteau fractura le crâne de Jim, enfonçant des fragments d'os dans son cerveau. Au dos aux commandes de l'avion, il perdait sensation et contrôle du côté droit de son corps. Pourtant, il a entamé des manœuvres acrobatiques complexes. C'était pour empêcher Auburn de se rétablir et de contrôler l'appareil. Jim a violemment fait basculer l'avion de gauche à droite avant de le retourner presque complètement et, finalement, de plonger l'appareil en piqué profond. L'appareil, un Douglas Commercial 10, n'avait jamais volé aussi vite. L'avion faisait un tonneau à près de 400 miles à l'heure, dépassant largement les capacités testées de l'appareil. Avec une seule fonction active, l'appareil volait à 100 miles à l'heure, dépassant sa vitesse de sécurité. Incroyablement, Jim a redressé l'appareil après sa plongée et s'est stabilisé à environ 5000 pieds. Il a prévenu le centre de Memphis de la situation. Les détournements d'avions étaient bien plus fréquents dans les années 1990, mais un avion cargo détourné restait quasiment inédit. La lutte pour le contrôle d'Auburn a continué. David et Andrew étant grièvement blessés, ils ne pouvaient ni plus maîtriser Auburn et avaient besoin de Jim.
Jim a tenté d'activer le pilote automatique, mais l'avion était alors trop instable pour que cela fonctionne. Il devait quitter le cockpit pour aider à maîtriser Auburn. Personne ne contrôlait l'avion. Le contrôleur aérien tentait en vain de contacter l'avion, tandis que le personnel au sol redoutait le pire. Croyant que Auburn avait pris le contrôle de l'avion, il restait impuissant, anticipant le crash du vol. La lutte se poursuivait à bord. Les 3 hommes étaient non grièvement blessés, mais ils ont quand même trouvé la force d'essayer de maîtriser Orban, ce qui a permis à David de retourner dans le cockpit et de préparer l'atterrissage de l'avion. L'avion dépassait le poids maximal autorisé pour l'atterrissage. Il devait larguer une partie du carburant. Les instruments de largage étaient de l'autre côté du cockpit et, avec ses graves blessures et la menace qu'Orban se libère, il a choisi de poursuivre et de tenter d'atterrir l'avion ainsi. À l'approche de la piste, l'avion était trop haut, trop lourd et trop rapide pour un atterrissage sûr. Pour se dérouter vers une piste plus longue qui était perpendiculaire à son approche, l'avion a dû être viré dangereusement rapidement. David a sorti en même temps le train d'atterrissage, les aérofreins et les volets pour tenter de ralentir l'avion au maximum. Contre toute attente, David a réussi un atterrissage d'urgence, arrêtant l'avion en sécurité à quelques mètres de l'extrémité de la piste de l'aéroport international de Memphis. Le Special Weapons and Tactics et les services d'urgence se sont précipités vers l'avion. La scène qui les a accueillis était choquante. Il y avait du sang partout. Andrew et Jim luttaient pour maîtriser Auburn tandis que David était assis dans le cockpit en état de choc. Auburn a été arrêté immédiatement et David, Jim et Andrew transférés au centre médical régional de Memphis. Andrew avait des fractures du crâne et une artère temporale sectionnée. Il avait perdu tant de sang qu'il survivait à peine. David souffrait de profondes entailles à la tête, d'une mâchoire déboîtée, de blessures au bras droit et il a dû se faire recoudre l'oreille droite. Jim avait des fractures du crâne et était partiellement aveugle d'un œil. Des troubles moteurs persistants du bras et de la jambe droit ont entraîné plusieurs opérations et des années de rééducation physique et cognitive. Cependant, sa récupération a été bien plus réussie que quiconque aurait pu le prédire au moment de l'attaque. Par la suite, l'association des pilotes de ligne a décerné à David, Jim et André une médaille d'or pour héroïsme, la plus haute distinction qu'un pilote puisse recevoir. En raison de leurs blessures, aucun membre de l'équipage n'a jamais pu reprendre les vols commerciaux. Auburn a plaidé la folie passagère, mais sans succès, et le 11 août 1995, il a été condamné à 2 peines de prison à vie consécutives, sans libération conditionnelle. Près d'1 million de dollars de dégâts ont été subis par le Douglas commercial. Mais ils ont été réparés et l'avion a continué de servir chez FedEx. En janvier 2017, Orban a écrit à Barack Obama pour demander une grâce, arguant qu'il aurait dû être reconnu fou et recevoir un traitement médical adapté. Il a affirmé avoir été celui qui avait subi les blessures les plus graves ce jour-là. La réponse n'a jamais été publiée. Il reste en prison fédérale à ce jour. Ainsi se termine l'histoire du vol FedEx 705 de Memphis à l'aéroport de San José en Californie. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent davantage aux détails de l'avion, il s'agissait d'un McDonnell Douglas commercial 1030 F. L'appareil s'appelait Jean-Pierre Junior, immatriculation, novembre 306, Foxtrot Echo. Comme d'habitude, tous les commentaires ci-dessous seront reçus et appréciés avec gratitude. Mon bon ami Maître Jeep Hightower m'a demandé de saluer l'équipe Walgreens Westside à Birmingham, Alabama. Bonjour à vous tous. Il existe d'autres pharmacies, généralement à l'angle opposé d'une intersection. Mais bonjour Walgreens. Merci encore d'avoir écouté The Crime Reel. Restez prudents, au revoir. Je m'excuse auprès de Laurie Ellis de ne pas avoir utilisé le mot garage aujourd'hui qu'elle aime. Partagez vos histoires d'aviation si vous en avez. Merci à tous, au revoir.